Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce décryptage d'Acuité TV au Cinemo 2015. Pour ce débat, nous allons aborder ensemble l'avenir de la filière de santé visuelle. Le sujet est plus que d'actualité puisque le Sénat examinera ce soir ou demain les différents articles du projet de loi santé qui concernent les opticiens mais aussi les ophtalmologistes et les orthoptistes. Depuis longtemps, on attend que des accords soient conclus et soient trouvés entre les différentes parties. Il semble que ce soit désormais le cas. Docteur Rottier, pour les ophtalmologistes, il me semble également que vous avez largement salué les conclusions de l'IGAS. Alors j'ai salué effectivement, il y a deux rapports en fait, deux parties pardon dans ce rapport IGAS. Il y a le rapport lui-même qui est vraiment très intéressant et qui, je crois, reprend beaucoup des discussions qu'elle a eues avec les différents acteurs. Et puis les recommandations qui sont plus discutables, c'est un catalogue à mon avis qui est un peu fourre-tout. On ne sent pas de grandes lignes directrices, on ne sent pas de grande politique de santé visuelle derrière, mais peut-être que c'était pas l'exercice demandé. Donc maintenant, c'est au ministère de la Santé de mettre tout ça en ordre pour faire une vraie politique de santé visuelle dans ce pays. Monsieur Milstein, est-ce que vous considérez que les orthoptistes ont été entendus par l'IGAS ? Eh bien écoutez, à la suite de la publication du rapport IGAS, nous avons, et j'ai communiqué sur un contentement de la profession, puisque de manière quasi historique, Dominique Voynet a su dresser tout à fait, dans sa première partie de rapport, a su dresser totalement la vérité du terrain actuel. C'est-à-dire que le système tourne autour d'une bonne volonté de la part de tout le monde, bien entendu, mais de la part des orthoptistes, de participer à la fluidification des files d'attente dans les cabinets d'ophtalmologistes, avec, malheureusement, en corollaire, pas toujours la reconnaissance qui s'ensuit, ni la reconnaissance de l'efficacité, ni la reconnaissance financière. Et ça sera à mettre effectivement en musique par rapport à ce que Madame Dominique Voynet a écrit sur le bien fondé et sur la qualité qu'apportent les orthoptistes à cette modification de la filière visuelle. Nous attendons effectivement que ce rapport ne reste pas qu'un rapport, mais soit mis en musique par le cabinet ministériel, afin d'enfin pouvoir aller au-delà de ce qui existe actuellement, parce que malheureusement, on a un petit peu quand même le sentiment que ça n'en est qu'à pointer une photo de ce qui existe et ne participe pas trop à une anticipation sur l'avenir de la filière. Commençons tout d'abord par parler plus concrètement des mesures qui vont être votées débattues en tout cas en séance publique par le Sénat, notamment au niveau du travail aidé. Docteur Rottier, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il va s'agir ? Alors, j'ai pas vu d'amendement sur le travail aidé explicitement. Le travail aidé... Ça a été annoncé par le ministère de la Santé. Oui, c'est dans l'explication du PLFSS. Il y a un article qui dit qu'il faut aider les ophtalmos en secteur 1 à moderniser leur exercice. Ça, c'était notre demande fondamentale depuis longtemps parce qu'on est persuadé que l'accès aux soins passe par les ophtalmos. Les soins, c'est les ophtalmos. Donc, les deux autres professions qui nous entourent, elles peuvent faire des choses, elles peuvent à cette occasion modifier leur mode de fonctionnement, mais fondamentalement, la difficulté, c'est l'accès à l'ophtalmo. Donc il faut absolument promouvoir le travail aidé, et notamment dans la moitié de notre population qui est en secteur 1, donc en tarif opposable. Et ça, c'est la chose qui nous intéresse, nous, fondamentalement. Donc travail aidé avec les orthoptistes. Monsieur Milstein, je crois que vous êtes notamment félicité donc, de l'évolution positive de la démographie et des revenus des orthoptistes. J'ai pas dû me féliciter du revenu des orthoptistes, malheureusement. Non, mais j'aurais bien aimé. Ce qui a été j'aurais bien aimé. Entendu par le ministère, en tout cas. Oui, la démographie, bien entendu. La démographie, de par notre travail de réingénierie de la formation, qui n'a pas abouti pour l'instant à un degré LMD, parce que le ministère est en attente. Bien entendu, le nombre d'orthoptistes formés va aller de manière croissante, non seulement pour le travail aidé, et ça je le dis si Jean-Bernard m'entend, non seulement pour le travail aidé, mais pas que pour le travail aidé. Il n'y a pas que le travail aidé dans le rôle des orthoptistes, il y a aussi toute la prise en charge de rééducation et de réadaptation qui va être de plus en plus présente aussi avec le vieillissement de la population, avec le développement des pathologies chroniques, avec le fait que les personnes doivent rester à domicile. Nous n'aurons pas qu'un rôle d'aide
d'aide à la consultation. Bien sûr, l'aide à la consultation, c'est important. Certains de nos collègues ont choisi ce mode d'exercice et nous les en félicitons, mais ce n'est pas l'exclusivité du travail des orthoptistes. En tout cas, je ne veux pas réduire la profession d'orthoptiste à uniquement cette aide à la consultation. Très bien. Donc il y a également un autre amendement qui a été dessiné par le gouvernement et qui va être examiné en séance publique au Sénat. Donc il concerne plus particulièrement les opticiens et notamment la prescription de l'ordonnance qui pourrait être étendue au-delà de 3 ans en fonction de l'âge et de l'état du patient. Docteur Rottier, est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment pourrait se dessiner cette mesure ? Alors oui, c'est une question intéressante. Alors c'est pas tout à fait pour être étendu au-delà de 3 ans. C'est-à-dire que quand en 2007, on a discuté de la durée de validité des ordonnances, le conseiller de l'époque avait dit on va faire quelque chose de simple et on va mettre à 3 ans. Lorsqu'on va discuter de la variation de la durée d'ordonnance, on va prendre en compte des tranches d'âge, en sachant que, disons, entre 20 et 40 ans, il y a moins de risques de passer à côté de pathologies, encore que le risque zéro n'existe pas, comme le prouvent les protocoles Pays de Loire, que quand on est au-dessus de 65 ans. Donc, quand on va rediscuter de la durée de validité de l'ordonnance, on va probablement augmenter cette durée dans les âges inférieurs et la réduire dans les âges supérieurs. Ça pourrait aller jusqu'à 5 ans pour certaines tranches d'âge. On verra. Et donc le réduire pour d'autres, c'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de faire des durées de validité d'ordonnance quand on a 65 ans, de les mettre à 5 ans. Ça n'a strictement aucun sens médical. Donc au-delà de 65, au-delà de 68, 70, ça sera forcément réduit à 2 ans. Hein, ça va être le sujet de la discussion, mais il ne faut pas rêver à une grande dérégulation. Qu'en pensent nos syndicats d'opticiens, Monsieur Gerbel ? Non, Jean-Bernard a raison, il faut moduler la durée de validité. Quand on a fait les décrets en 2007, on était parti sur une durée qui correspondait à peu de choses près au renouvellement, puisqu'on avait un renouvellement qui était autour de 39 mois, et avec la durée à 3 ans, on est tombé sur un renouvellement aujourd'hui qui est à 34 mois. Heureusement qu'on a fait ça, parce que vous voyez que ça fait quelques milliers d'ordonnances que les opticiens ont délivrées sans qu'il y ait une épidémie, sans qu'il y ait un problème majeur de santé publique. Et ça a quand même soutenu un peu notre activité. Maintenant, il faut que les professionnels orthoptistes, opticiens, soient aussi capables de faire des propositions qui soient acceptables par les ophtalmologistes et qui soit acceptable aussi par les pouvoirs publics. C'est pas aujourd'hui tellement à la filière de dire ce qui pourrait être acceptable ou pas, c'est aux patients de nous dire ce qui est acceptable ou pas. Monsieur Roméas, est-ce que vous êtes en accord avec les propos de Monsieur Gerbel ? Je suis en accord avec les propos d'Alain Gerbel. Je vous l'avais dit, on va construire pour la profession. On a déjà eu une part de cette négociation en 2007. On est arrivé à quelque chose qui est certainement perfectible. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience du besoin de services que l'on a à rendre. On est là pour défendre la santé visuelle, la filière de santé visuelle, et il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on sorte de nos guerres ancestrales et qu'on arrive à construire quelque chose qui sera, on en est tous d'accord et on s'est tous prononcés là-dessus, modulé en fonction de l'âge, ce qui est d'une logique implacable et qui est tout à fait compréhensible. Madame Delaboulée, je vous donne la parole et nous reviendrons ensuite sur le docteur Rottier qui souhaiterait réagir. Oui, effectivement, moi je vais acquiescer bien évidemment sur le souci d'abord et surtout, ne l'oublions pas, de faciliter l'accès aux soins oculaires des Français. N'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est inacceptable d'avoir une moyenne de 111 jours. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'ensemble et dans une filière effectivement apaisée, nous trouvions des solutions. Et docteur Rottier, vous souhaitez réagir à la réaction de nos opticiens ? Oui, c'est pas facile de réagir à distance comme ça, mais je vous remercie de me redonner la parole. Ne vous leurrez pas, il faut certainement améliorer la durée de vie d'ordonnance, et la capacité de renouvellement des opticiens, et leur possibilité à faire face aux situations d'urgence, mais cela ne diminuera en rien les délais. Et la deuxième chose, c'est que quand vous dites, c'est aux patients de le dire, c'est justement le gros problème de la délégation. Aujourd'hui, les patients, ils veulent voir l'ophtalmo. Et c'est justement à l'ophtalmo de dire, écoutez,
pour ce que vous avez, vous pouvez tout à fait aller voir soit l'orthoptiste, soit l'opticien. Et le moteur de la délégation, ce qui sera le plus pertinent, le plus efficace en fait pour mettre en place ces délégations, c'est la volonté de l'ophtalmo de basculer vers les deux autres professions des patients qui ne relèvent pas de son ressort. Donc on va avancer parce qu'il y a également d'autres mesures qui pourront aider à réduire les délais d'attente, enfin en tout cas à faciliter l'accès des porteurs aux soins de santé visuelle, notamment l'obligation d'ordonnance pour la délivrance des verres correcteurs a divisé un petit peu la filière. Dans son amendement, le gouvernement prévoit une dérogation pour certains cas. Docteur Rottier, est-ce que vous souhaitiez réagir? Ah ouais, je souhaite réagir, c'est un dossier très intéressant. Depuis 2 ans, on vit le sketch opticien là dans toute son ampleur, c'est-à-dire des forces divergentes à l'intérieur du milieu opticien, avec notamment aujourd'hui Madame Delaboulet avec des accents pathétiques sur la filière visuelle qui soutient un amendement qui va être présenté ce soir au Sénat qui vise à supprimer l'ordonnance au-dessus de 16 ans. Alors arrêtez la langue de bois. Il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Alain Gerbel. Mais cet amendement a très peu de chances d'être voté. Non, mais il n'y a pas de question de chance, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent contre la construction d'une filière visuelle médicalisée. Et il y a des gens qui travaillent avec. Donc moi, je suis complètement en accord avec Alain Gerbel. Il y a des magasins qui sont soutenus par des fonds d'investissement qui n'en ont rien à faire de la santé visuelle en France, et parce que c'est leur nature d'être comme ça. Et Catherine Delaboulet peut nous raconter tout ce qu'elle veut sur la santé visuelle. Elle travaille contre la santé visuelle aujourd'hui. Donc nous, moi je regarde ça de l'extérieur. Si vous voulez, pendant 2 ans, on a été enquiquinés avec tous cette volonté de mettre en route l'ordonnance obligatoire, alors que nous, on l'avait même pas demandé parce que ça marchait très bien avant. Maintenant, on nous l'a imposé, après on veut nous l'enlever. Alors là, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Madame Estrosi Sassone et l'analyse de Catherine Delaboulet. C'est-à-dire que d'enlever une obligation d'ordonnance alors qu'elle a été imposée, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que l'État dit que l'ordonnance n'est plus du tout nécessaire et ça dérégule complètement le système. Donc arrêtons l'hypocrisie de dire que c'est comme avant, c'est plus comme avant. Donc revenons sur des fondamentaux. Oui. Si on souhaite que les opticiens jouent un rôle plus important dans la filière, et on le souhaite probablement tous, ça passe par la formation. Aujourd'hui, la formation n'est pas là. Donc je pense que ça va être des questions que vous allez poser ensuite. On va parler de la Mais formation. la formation, tout de c'est un suite, point très important. Tant que l'opticien n'est pas à niveau, il ne peut pas prétendre gérer un patient lambda comme ça et savoir quand il doit l'envoyer à l'ophtalmo ou pas. Parlons d'un point qui vous réunit, celui de la formation des opticiens. Le rapport de l'IGAS dit, je cite, qu'il faut mettre de l'ordre dans l'offre surabondante et inégale de la formation au BTS-OL. Qu'est-ce que ça signifie? Qui veut nous répondre? Pour répondre sur la formation, je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas répondu, parce que c'est à l'unisson, qu'il y a beaucoup trop de centres de formation en France, ce qu'a fait remarquer Dominique Voynet. Et on souhaiterait, et j'espère que cela se mettra en place, qu'il y ait un quelconque mode de régulation, de création de ces centres de formation. Monsieur Gerbel? Oui, alors, moi, je suis un opticien indépendant, donc je ne suis pas pour les mesures de régulation drastique ou pour légiférer sur tout. On a oublié d'allonger les formations, on a oublié de parler de la profession. Si on rajoute une année, et si les pouvoirs publics nous disent, OK, les opticiens, on va vous mettre une année de formation de plus. Passer à 3 ans, intégré dans le système LMD. Leslie, c'est pas pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour faire autre chose, aller vers autre chose. Donc ça demande un débat de fond. Ça demande aujourd'hui de savoir ce qu'on veut faire de cette profession. Projetons-nous. Projetons-nous, donc une année déjà supplémentaire allongée à 3 ans. La licence, Monsieur Dian, c'est ce que vous réclamiez depuis longtemps, vous? Donc, bonjour à tous, je vous remercie pour l'invitation, malgré le peu de temps de parole qui m'est malheureusement accordé. Désolé. Le sujet est vaste et intéresse les optométristes, qui sont tous au départ opticiens, je tiens à le rappeler, pour leur grande majorité, bien que maintenant un certain nombre aient un double cursus avec l'orthopsie. Je confirme que la filière a vraiment besoin de réformer et de s'adapter, que beaucoup de questions sont lancées. Le rapport Voynet, comme il a été dit, est une bonne, on va dire, photographie du paysage actuel, mais il est très loin de donner une perspective et une construction de ce qui se sera fait dans les années à venir.
Concernant la formation, il existe d'ores et déjà, donc, comme l'a rappelé Alain Gerbel, la licence et le master. Oui, il nous semble nécessaire d'évoluer, mais pour donner des compétences bien évidemment supplémentaires qui seront liées à un certain niveau de formation pour assurer la sécurité sanitaire. C'est la priorité absolue. L'objectif étant bien sûr de faciliter l'accès aux soins pour l'ensemble des Français. C'est quand même le point clé qui est rappelé en permanence sur les délais d'attente auprès des ophtalmologues. Je constate malgré tout qu'il y a des divisions dans les syndicats d'opticiens qui sont dommageables pour l'ensemble de la filière. Et je trouverais plutôt bien qu'on arrive à les apaiser tous ensemble, car on a tous à y perdre. On n'a rien à gagner à être dans la division absolue en permanence. Concernant l'évolution des diplômés, il a été évidemment noté que la population a explosé en quelques années et se poursuit encore à l'heure actuelle, malheureusement. Les responsabilités sont partagées, tant auprès du ministère que des syndicats qui n'ont pas réussi à s'entendre au début des discussions pour faire évoluer la formation au niveau licence, ce qui du coup a retardé le projet. Il me semble nécessaire de réguler le nombre de diplômés par an pour éviter de la saturation actuelle, une explosion du nombre de magasins qui du coup se retrouvent dans une compétition exacerbée, sont prêts à signer, je serais presque à dire tout et n'importe quoi, en espérant s'assurer un minimum de réseau. Donc j'espère bien qu'on arrivera à construire une filière visuelle qui sera efficace, efficiente, comme c'est le sujet au niveau de la vision, qui a été abordé dans certaines conférences ici. J'espère bien qu'on arrivera à construire des passerelles entre les professions, comme c'est envisagé dans le rapport Voynet, entre les opticiens et les orthoptistes. Et j'espère aussi qu'on arrivera à une profession un petit peu plus évoluée, peut-être intermédiaire, comme c'est évoqué dans le rapport Voynet, sujet bien évidemment que l'on porte depuis des années. Docteur Rottier, le rapport Voynet précise également que cette troisième année devrait être moins commerciale. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que cette troisième année de licence pourra se faire en fac de médecine, par exemple? Moi, à l'école, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je renvoie aux discussions là, qui viennent d'avoir lieu. C'est-à-dire que ça serait issu de la concertation. Et puis, je crois que c'est Alain qui a encore parlé avec beaucoup de sagesse en disant qu'est-ce qu'on veut faire de ce métier. C'est ça, en fait, le point de départ. Que veut-on faire de ce métier? Et derrière ça, quelle est la formation? Voilà, c'est ça l'ordre normal des choses. Donc oui, pourquoi pas en fac de médecine. Je ne suis pas du tout hostile à ça. Et je voudrais dire aussi sur le nombre d'opticiens formés, c'est la cause de tous les malheurs de l'optique. Hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas absorber chaque année ces 2000 jeunes qui arrivent sur le marché. C'est pour ça qu'il y a une course à la diversification. Mais c'est sans fin. Donc il faut absolument réguler les flux d'entrée. Enfin, je me permets de vous dire ça, car comme ça a été dit aussi, ça vous affaiblit vis-à-vis des mutuelles. C'est évident. Monsieur Milstein, comme le disait le monsieur Dian, le rapport Voynet envisage également un rapprochement entre les opticiens et les orthoptistes au niveau de la formation. C'est exact. Mais avant de vous répondre directement, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit sur la formation. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en formation d'opticien lunetier. En revanche, je me réjouis d'entendre Jean-Bernard Rottier dire qu'il faut une évolution de la formation pour que les professionnels deviennent de meilleurs professionnels et acquièrent de meilleures compétences. Parce que nous qui sommes passés par le réingénierie de la formation, de notre formation, et elle le méritait puisque les textes étaient tellement anciens qu'ils dataient de plus de 50 ans. Vous êtes déjà passé au niveau licence? Alors non, nous sommes passés en réingénierie, nous ne sommes pas encore passés au niveau licence. Mais ça, c'est un point de détail. Mais bon, quand on a bien entendu commencé à travailler sur la réingénierie de notre profession, il a fallu tout remettre à plat. Nos équipes qui ont travaillé sur ce dossier-là ont vraiment fait un travail énorme et nous pensions qu'il était largement temps d'aller au-delà de nos 3 ans d'études. Et quand j'entends Jean-Bernard dire qu'il faut aller jusqu'à quelque chose d'assez intéressant pour la filière visuelle, malheureusement, on ne nous a pas laissé dérouler l'ensemble de ce qui avait été discuté et on nous a cantonné à nos 3 ans d'études qui étaient déjà là depuis 1956. Donc j'entends bien qu'il faut aller, il faut faire développer les professions pour avoir de meilleures compétences et apporter le plus possible de choses à la filière visuelle, mais à ce moment-là, il faut pas brider, il ne faut pas demander à ce que soient bridés les travaux et il faut les laisser se dérouler de manière tout à fait normale jusqu'au bout.
Quant C'est à- le ministère qui a brité, hein, c'est pas, ce sont pas les ophtalmos. D'accord. Jean-Bernard, le ministère principalement, avec certaines demandes, mais on va pas rentrer dans une polémique. Et un autre point que j'aimerais soulever, qui a été noté dans le rapport de l'IGAS, qui dit le dépistage des amétropies et des autres pathologies de l'œil pourrait être mis en expérimentation par les opticiens. Est-ce que ça pourrait aboutir et comment? Je vais dire simplement une chose. Beaucoup des propositions de Mme Voynet relèvent du réglementaire, et parce que les textes existent déjà. Donc, le fait d'avoir une enveloppe large nous donne à nous une certaine mobilité, facilité de négociation. Pourquoi? Parce qu'on a les outils. On n'attend pas nécessairement que des lois et que des textes. On n'attend pas certainement que le Parlement se prononce, puisqu'on a déjà une bonne partie des éléments à notre disposition par la voie réglementaire. Et donc, je pense que ça va obliger un peu les professions à se rencontrer et à discuter, parce qu'on a là la possibilité de faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a ces coopérations qui peuvent être mises en place. En matière de formation, on n'a pas besoin de texte de loi pour mettre en place les formations. Il y a simplement à faire en sorte que deux ministères travaillent ensemble, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Et donc déjà, montrons que nous savons que nous pouvons utiliser cet arsenal, montrons que nous pouvons déjà mettre en place des choses. Bon, avec Laurent, ça fait des années qu'on parle de tronc commun de formation. Parce qu'on trouve que c'est idiot de former des gens avec deux filières différentes, donc de faire des frais de tous les côtés. Il y a des endroits en France où déjà les orthoptistes sont formés par des ophtalmos, et il y a même des centres de formation aujourd'hui pour opticiens où les formations sont dispensées par des orthoptistes. Et donc, il y a déjà des relations communes. Il y a un grand hôpital que connaît très bien Jean-Bernard, où les orthoptistes sont formés par des ophtalmos, par des opticiens. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il suffit simplement de laisser faire les bonnes volontés. Monsieur, on va être limité dans le temps, donc je vous coupe un petit peu la parole, je suis parce désolée. qu'on a une réunion. Monsieur Dion, j'aimerais juste vous poser une question, là, suite à cette proposition de l'EGAS d'expérimentation. Est-ce que finalement, c'est pas un premier pas fait vers l'optométrie, sans parler de reconnaissance? Il est bien évident qu'il est noté dans le rapport Voynet qu'il va falloir aller plus loin pour solutionner les problèmes d'accès aux soins. La délégation, le travail aidé est un point utile et nécessaire, mais qui ne sera pas suffisant pour résoudre les problèmes d'accès aux soins. Pour l'heure, je note malgré tout que le SNOF ne fait pas de pas dans cette direction-là pour essayer d'accompagner et de travailler, quitte à le faire à moyen long terme. Quelque chose, bien sûr, que je regrette. Nous continuons à le porter. Nous pensons qu'une profession intermédiaire va être nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire, qui ne peut pas être faite pour le moment avec un niveau licence. Le rapport de l'IGAS note d'ailleurs, je cite, « Il n'est pas acceptable que des centaines de jeunes formés soient voués à l'expatriation ou à des subterfuges variés permettant leur exercice sous des montages divers. » C'est qu'il va falloir engager d'autres chantiers et aller plus loin. Bien évidemment, l'intégration des optométristes est un point qui est indispensable, que nous portons depuis de nombreuses années et sur lequel nous travaillons de manière tant bien que mal et assez régulière avec Jean-Bernard. Mais ça reste compliqué. Il est à noter aussi qu'il y a un certain nombre d'optométristes, car le nom n'est jamais prononcé malgré tout, exercent en cabinet d'ophtalmologie, sans cadre, on va dire encore une fois, légal ou réglementaire adapté, posant un certain nombre de problématiques, tant pour les employeurs que pour les employés, et l'accès aux soins au final pour les patients qui en souffrent. Docteur Routhier, quels seront les prochains chantiers à entamer pour le SNOF et comment tout ça va s'organiser? Je conclue comme ça. Les prochains, nous, ce qu'on veut, c'est l'accès aux soins. Ça, c'est notre obnubilation depuis plusieurs années. Donc, le développement du travail aidé, ce qui veut dire aussi peut-être un débouché pour les optométristes. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'aura pas assez d'orthoptistes pour venir dans nos cabinets. Il y a probablement des possibilités de faire des passerelles pour les optométristes. En revanche, j'en profite pour le dire, c'est très difficile d'envisager une profession intermédiaire aujourd'hui qui serait en accès direct, qui s'interposerait entre le patient et l'ophtalmo.
c'est pratiquement impossible à proposer aux ophtalmos aujourd'hui qui sont des libéraux et qui sont en accès direct. Donc de leur dire d'être en accès secondaire, ça paraît tout à fait suicidaire de la part du SNOF. Mais donc on va conclure sur une note très positive. Ce rapport Vonnet est un point de départ. On a beaucoup de choses à faire. Je dirais que 80% du dossier concerne malgré tout la réorganisation du travail ophtalmo et les 20% restants, en ce qui nous concerne nos relations avec nos partenaires traditionnels et nous souhaitons bien sûr qu'ils progressent en qualité, en formation, comme nous d'ailleurs on va le faire aussi, et j'aborde les discussions futures avec beaucoup d'optimisme.